Nous sommes le 12 juin 2019 et vous assistez à une émission très particulière, une émission du Rendez-vous des Futurs. Une émission très particulière puisqu'elle a lieu à la Cité des Sciences et de l'Industrie dans le cadre du 7e Forum Changer d'air. Un forum placé sous le thème de la conquête. Véronique Angèle-Fribert, la présidente et fondatrice du Forum Changer d'air, nous a posé une série de questions, nous a envoyé un challenge. On l'a relevé, évidemment, on relève tous les challenges. Et nous voilà, donc, toute cette grande après-midi du 12 juin, à multiplier des émissions assez courtes. Je le dis parce qu'une émission courte est forcément un tout petit peu génératrice de frustration, pour ne pas dire d'interrogation, mais ça va surtout vous permettre d'aller voir un petit peu plus loin, comme nous allons le voir avec nos invités. Nous allons parler d'une expérience que nous suivons, nous, dans les Rendez-vous du Futur, et également au Forum Changer d'air. L'expérience O21. Alors je dis encore expérience, mais finalement c'est juste un projet en marche depuis déjà de nombreuses années. Je suis content de vous retrouver, Laure Belot, puisque vous étiez venu dans un des Rendez-vous des Futurs il y a quelques années. Tout à fait, merci. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours journaliste au journal Le Monde. Ça fait plaisir aussi de voir une constante. Journaliste au journal Le Monde, auteur de La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi, aux éditions des Arènes. Et je vous encourage donc vivement à vous replonger dans l'émission que nous avions fait avec Laure autour de ce livre en 2015. Et vous êtes responsable éditorial de O21, Le Monde Campus. Et vous êtes à côté de Emmanuel Davidenkoff. Bonjour Emmanuel. Bonjour Éloi, bonjour à tous. Vous êtes rédacteur en chef au Monde, vous êtes chroniqueur sur France Info, spécialiste des questions d'éducation. Vous avez toute une série de livres, mais j'en cite deux. Apprendre au XXIe siècle, ça a été écrit en 2018 avec François Tadei. Et le tsunami numérique, éducation, tout va changer. Êtes-vous prêts? Et là, c'était il y a quelques années, en 2014. Un livre vraiment qu'il faut lire et qui est toujours d'actualité, me semble-t-il. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais a priori. J'espère. Apprendre au XXIe siècle, c'est vraiment François. Oui, mais... J'ai plus la plume, mais voilà. Non, mais rendons à César. En plus, il arrive tout à l'heure. Vous faites partie des plumes. Au 21, en quelques mots, on rappelle juste, on remet un petit peu de contexte. C'est quoi? De quoi parle-t-on? Au 21, c'est, vous n'avez pas tort de dire que c'est une expérience, parce que finalement, ça a gardé un caractère expérimental depuis 3 ans. Mais c'est effectivement une tentative de créer un événement d'ampleur nationale pour raconter aux jeunes à la fois la mutation numérique, le défi environnemental, les nouvelles questions éthiques qui se posent, toutes les questions de sens qui ont été traitées tout à l'heure pendant une des tables rondes sur la génération Z. On croise aussi la Smart City, la digitalisation. Tout ça, ce sont des changements extrêmement rapides, extrêmement globaux. La nouveauté, on aime le répéter avec Laure, c'est que ce n'est pas la première fois que le monde change, mais c'est sans doute la première fois qu'il change aussi globalement et aussi rapidement. C'est un peu le motto de O21. Et donc, on essaye de mettre sur des scènes dans toute la France des acteurs et des experts de ce monde qui vient. Laure, mais ça, je te laisserai peut-être dire, on a également interviewé depuis 3 ans, plus de 50 maintenant, pas loin de 60 j'imagine, au niveau mondial. Et donc on essaie d'organiser la rencontre entre ces personnes qui se posent assez peu comme des sachants, d'ailleurs ce sont des gens qui font et qui viennent partager à la fois leur vécu et leur vision, et des lycéens, des étudiants et des parents, en essayant de les éclairer sur leur choix d'orientation. Parce qu'évidemment, la nouveauté avec ce monde qui change à toute vitesse, c'est qu'avant, quand on était en position d'essayer de donner de vagues conseils d'orientation, on pouvait se projeter à 10, 15, parfois 20 ans. Aujourd'hui, c'est carrément impossible. Donc, dans ce contexte-là, quelles sont les compétences dont j'aurais besoin? Comment on déploie cette fameuse créativité dont tout le monde nous parle? Et le tout dans un système qui est effroyablement contradictoire et qui s'occupe structurellement assez peu d'orientation aujourd'hui en France. Avec une originalité, on espère, c'est d'être assez humble par rapport à ce qui est en train de se passer. Il ne s'agit pas de donner des leçons. Donc d'un côté, on a interviewé des gens qui font des choses dans le monde entier. Il y a 50 personnes, des vidéos qui apparaissent dans toutes ces conférences. De l'autre côté, on invite des gens sur les plateaux dans toutes les villes qui font des start-upers, des chercheurs, des professeurs, des jeunes, des gens qui sont en marge, des personnes qui sont freelance. Et puis d'un autre côté, on a mis en place quelque chose d'assez intéressant. On prend le pouls de la société. Notre grand débat à nous, ça a été d'imaginer un système de SMS anonyme, non surtaxé avec les jeunes et qui prennent la parole pour la moitié quasiment des débats. Alors, c'est-à-dire, ça se passe comment? C'est qu'en fait, il y a une conférence, on fait venir des gens sur scène, il y a des vidéos qui scandent, c'est par exemple 90 minutes de conférence, mais très vite, le journaliste en place sur scène pose des questions aux invités pour les mettre à l'aise et tout de suite, il donne la parole au journaliste numéro 2, en l'occurrence soit Emmanuel, soit moi-même, dans la salle, qui est le relais des questions de la salle. Et très vite, on identifie des lignes forces. Et ce qui est intéressant, on parlait de laboratoire, c'est qu'en fonction des années, on a évolué.
par exemple, le premier thème dont on va parler, qui est la relation parent-enfant, comment les enfants ont du mal, parce que les parents sont tellement angoissés du monde de demain actuellement. Donc on a des jeunes qui disaient, mais comment je gère mes parents? Quand vous avez cette question, comment je gère mes parents à Lille, à Bordeaux, à Villeurbanne ou à Nancy, vous vous dites, ça raconte quelque chose de ce C'est qui est un en vrai train de se signal. passer. On en parle du coup, la relation parent-enfant, et on va. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qu'on peut dire, avant de donner la parole Oui. à Emmanuel là-dessus, c'est qu'on a mis en place, on a testé quelque chose à Paris pour la première fois. Emmanuel était sur scène avec une psychanalyste psychiatre qui est Madame Jousselm, qui est formidable, et qui était là. Et en fait, on a demandé très très rapidement aux gens de la salle de poser des questions. Moi, j'étais sur scène, enfin Emmanuel était sur scène, j'étais dans la salle. Et ce qui est très intéressant, c'est que les parents étaient venus avec leurs enfants, souvent en couple, c'est pas évident, parce qu'en plus c'était genre parents-enfants se comprendre, donc déjà pour s'inscrire à ça, faut le faire, hein. Et en fait, les parents et les enfants ont posé des questions, et on a privilégié, Emmanuel et moi-même, les questions des enfants, et c'était très impressionnant de voir comment cette pression parentale de parents qui veulent bien faire, et qui disent, mais et quand même un diplôme, fait quand même quelque chose dessus, hein, parfois crée des désarrois au niveau des enfants, et que les enfants, d'un autre côté, sentent bien qu'ils ont envie de faire autre chose que ce que les parents ou grands-parents ont fait, mais qu'ils ont du mal à trouver les portes pour rentrer dans une voie d'orientation. Emmanuel, oui, vous voulez. Non, on peut ajouter qu'il y a un grand vide en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin, beaucoup disent, de dialogue, d'instances tierces pour discuter de cette question-là entre parents et enfants. Il faut comprendre, c'est-à-dire que la génération des parents, je la connais bien, c'est la mienne, on grandit dans un monde où les choses étaient quand même relativement lisibles, y compris en termes de cursus scolaire. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent au moment du baccalauréat ou dans les études supérieures s'entendent dire et éventuellement disent on va avoir besoin de compétences transversales, de créativité, les fameuses soft skills qu'il faut avoir dans tous les sens, ils voyagent. Bon. Mais quand ils sont encore au lycée, ils accèdent au savoir en rondelles de saucisson. Je te donne une rondelle de français, puis une rondelle de maths, et ensuite une rondelle de philo. Et quand bien même il y aurait un lien, parce que je ne sais pas, on étudie Descartes ou le siècle des Lumières, et ce ne serait pas plus chaud que ça de faire un petit lien entre les trois disciplines, il est fait rarissimement. On est dans un monde scolaire qui évalue discipline par discipline, qui met des notes uniquement sur le savoir, très peu sur le savoir-faire, quasiment jamais sur la transversalité, sur les capacités à collaborer, dont on n'arrête pas de répéter dans des forums comme celui-ci ou à O21 qu'elles sont absolument fondamentales. Dans le cursus scolaire, c'est rarissimement évalué. Quand c'est valorisé en chorale ou en sport collectif. C'est en tout cas pas ce qui permet de passer dans la classe supérieure. Alors même quand vous raconte aux jeunes aujourd'hui, si tu veux un emploi, il faut absolument être capable de parler avec les autres et de mener des projets, d'être autonome. Bon. Donc si vous voulez, face à tous ces bouleversements, il y a un besoin de repère qui est absolument évident, et il y a un besoin de dialogue. Moi ce que j'ai ressenti, mais je dis nous parce qu'on en avait parlé, il y a aussi je trouve une humilité très forte du côté des parents, en tout cas ceux qui viennent à O21, face à tous ces bouleversements. Et eux ne prétendent pas non plus, d'ailleurs s'ils viennent c'est pour ça, imposer leur vue aux enfants. Tu feras comme tes parents, tes grands-parents. Ils comprennent bien que ce monde est en train de bouger. Certains nombre d'entre eux sont prêts à y compris pousser les enfants dans le sens de épanouis-toi au moins, puisque de toute façon la collapsologie nous dit que dans 3 jours on est tous morts de faim, autant s'amuser dans les 3 jours qui restent. Mais il y a des parents qui portent ce discours-là, y compris auprès des enfants. Mais voilà, ça fait vraiment ressortir, je pense, ce manque de dialogue et le côté totalement orthogonal des programmes et de la façon dont le système éducatif sélectionne ses futurs étudiants, et des demandes à la fois économiques mais également politiques, environnementales, sociales du monde. Et juste pour finir, on a vu de très belles histoires des parents qui viennent pour essayer de comprendre leurs enfants et qui ensuite disent je vais leur dire que je suis venu, et des enfants qui sont venus seuls, hein, ou avec des copains, et qui viennent ensuite le deuxième jour par exemple avec leurs parents. Donc en fait on voit très bien que derrière ça il y a aussi une envie de dialogue, des deux côtés des énergies, des envies de se parler, et que quelque part d'avoir un espace médian comme ça permet aussi de faire le lien. Vous me disiez Emmanuel et Laure d'ailleurs, en préparant cette émission, il y avait il y a un débat qui commence doucement à se déplacer autour de l'IA. IA versus humain vers IA et éthique. Oui, alors ça c'est assez central, et c'est grâce justement à cet échange de SMS non surtaxé anonyme que là pour le coup les jeunes ont posé des questions. Donc moi j'animais justement, j'étais sur scène pour la table ronde anticipée, comment justement on se rend compte que la disruption numérique arrive dans tous les secteurs, même les secteurs les plus classiques, que ce soit le droit, la médecine, l'agriculture, pour montrer qu'en fait des gens qui ont fait des études classiques prennent des chemins de traverse. Et très rapidement de la scène, dans toutes les villes sont arrivées des questions sur
les données, les limites. Et si on veut réfléchir à ça, et comment vous faites pour... est-ce que vous vous posez des questions? On fait venir des gens qui sont des data scientists, des UX, pour montrer quels sont les métiers de demain. Et à chaque fois, on a dans la salle ces réactions-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une vidéo un peu prospective sur l'IA qui va arriver très vite. Il y a 3 ans, quand on l'a lancé, cette vidéo, les gens prenaient ça comme de la futurologie. Ils disaient, c'est bon, c'est ça. La dernière année, elle faisait peur. Parce que les gens ont compris que c'était là. Entre-temps, il y avait par exemple les assistants personnels qui sont arrivés. Donc on a une vidéo de Luc Julia très intéressante qui raconte comment il faut éduquer les gens, parce que personne ne lit justement ces conditions générales d'utilisation. Et en fait, on ne se rend pas compte de ce que les plateformes font des données et de comment elles vont les utiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces thèmes-là sont des thèmes qui traversent aussi en fait toute cette génération des 16-25 ans. Donc en fait, c'est pas en termes de éthique, mais c'est des questions très pratiques qui sont liées à des usages qu'ils ont vus se développer et qui leur posent des questions. Et ça, c'est un changement à une vitesse folle. Ben, disons que là, on l'a vu, nous, en l'espace de 3 ans. Et c'est ça. Donc c'est quand même très rapide. C'est complètement fou. Un autre thème, un thème qui m'a bien plu, le côté Startup Nation qui finalement convainc un petit peu moins. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a une époque, c'était super à la mode. Il fallait faire ça. Non, mais ça reste assez présent, le côté entrepreneur, entrepreneuriat, etc. C'est vrai que ce qu'on a vu quand même, c'est arrivé une question forte autour de l'entrepreneuriat social, qu'on a beaucoup intégré d'ailleurs. Je tiens à dire aussi qu'on travaille avec une série de partenaires et qu'un certain nombre d'entre eux sont des associations comme Ashoka, comme Ticket for Change, etc., qui favorisent justement l'entrepreneuriat social, qui nous aident aussi d'ailleurs à identifier partout en France des acteurs de l'entrepreneuriat social. Non, c'est un peu le discours winner, Silicon Valley, disruption par exemple est un mot qu'on a dû prononcer pas mal la première année et pas du tout la troisième. Donc ça fait moins rêver les jeunes, on a l'impression. Le 1er au 21 a eu lieu avant l'élection présidentielle et le changement de président. Ouais. Voilà, pour vous dire à quel point nous on a démarré là-dedans. On a démarré à ce moment-là. Ce qu'on a vu arriver, c'est qu'on voit très bien ce qu'on raconte depuis ce matin. Les jeunes qui ne sont pas forcément super motivés pour rentrer dans des grands groupes très structurés, qui se posent des questions, qui se demandent mais c'est quoi mon projet dans ça? Vous me proposez quoi? Donc on voit que le rapport au travail est en train de changer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait soyez tous entrepreneurs et qu'entre-temps, il y a eu des personnes qui étaient dans les startups et qui ont raconté que ce n'était pas si fou que ça nécessite aussi beaucoup de travail, que ce n'est pas fait pour tout le monde et qu'en fait, on a vu petit à petit se mettre en avant des personnes qui voulaient changer leur relation au travail, qui choisissaient en ayant des études de droit de rentrer dans une start-up pour moitié pour apprendre un peu le code d'un côté et puis de regarder venir avant d'aller peut-être dans un grand cabinet prestigieux parce qu'ils disaient mais là en fait je ne vais pas apprendre grand-chose. Donc on sent ces interrogations-là. Et si je peux me permettre d'ajouter un point, il a beaucoup été renvoyé par le public, c'est quand même un truc de diplômé de grandes écoles. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux, y compris dans l'entrepreneuriat social, ont fait qui l'ESSEC, qui Polytechnique, etc., etc. Et comme on a aussi été en amorce, et alors on est bien loin de l'avoir lu au moment où ça se passait, mais on était avant les Gilets jaunes aussi, et puis ensuite pendant. Mais c'est vrai que dès la première année, sur certains territoires qui ont beaucoup souffert et qui souffrent encore beaucoup, comme les Hauts-de-France, comme alors Nancy ça va, mais si vous faites 50 bornes du côté des Vosges, etc., vous arrivez dans des vallées qui sont extrêmement en situation de désarroi extrêmement forte. Et là, ça nous a beaucoup été renvoyé aussi. C'est-à-dire, OK, tout le discours sur la liberté, je vais changer le monde, je vais disrupter. C'est vos trucs de vous êtes parisien, sympa, mais enfin, vous avez fait vos études à Berkeley, à machin. Non, mais pas forcément parisien. Vous pouvez avoir eu votre bac au lycée Poincaré de Nancy, qui est très bien, ou à Montaigne, à Bordeaux. Mais en tout cas, vous êtes des nantis, finalement, internationalisés, ouverts, vous parlez plein de langues, vous avez voyagé, faire un petit peu le public aussi, que vous décriviez tout à l'heure pendant la table ronde sur la génération Z. OK, mais la majorité n'est pas comme ça. Et c'est la vérité. La majorité n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc l'horizon que vous êtes en train de m'offrir, le futur que vous êtes en train de me dessiner, il est sympa pour 10% de la population. Merci, au revoir. Et c'est vrai aussi, juste pour rajouter là-dessus, c'est qu'en fait, on a fait venir sur les plateaux une diversité. Donc on essaie à chaque fois d'avoir un entrepreneur qui a fait un BTS, par exemple, ou qui est passé en alternance avant d'eux. Mais pour aller le chercher, ça n'était pas simple. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que quand on regarde le panorama de ce qui est proposé et de ce qui est raconté dans la presse, et quand on regarde un peu le cursus des personnes, elles sont toutes passées par des endroits très connus et très identifiés. Donc c'est ça aussi, et c'est pour ça qu'à Paris, on a créé une conférence qui s'appelait « Oser sur l'entrepreneuriat », mais il est vrai que la majorité des gens invités sont des gens qui avaient fait des grandes écoles. Ce qu'on ne leur reproche pas, ils sont super.
Ils peuvent Il y aussi avait faire des grandes Léa écoles, après tout. Piersman ce matin, je ne sais pas si elle est encore là, elle est géniale, bien qu'ayant des diplômes merveilleux. Ce n'est pas le débat. Hein. C'est juste pour dire, en termes de projection et de discours à la masse, ça ne suffit pas et ça ne fonctionne plus. Là, on est au mois de juin. Vous fonctionnez par saison, c'est ça? Ou... Donc là, il y a un break, comme en foot, et puis ça reprend en juin, en Alors, septembre. on a une avec date toute en série de décembre. En fait, forums. on fonctionne en année civile finalement parce que l'orientation, c'est un problème à peu près annuel. On se calme Ouais. quand même pendant les grandes vacances. Donc, on a une date en décembre qui sera entre guillemets la dernière de l'année 2019. Ouais. Et puis, on réattaque en 2020 dans des formules que nous allons dévoiler début juillet et qu'il est prématuré que je vous dévoile ici, même si je rêverais de vous donner un scoop. Et Mais il peut-être faut aller sur le Monde de toute manière, le Monde Campus. Monde.fr, le Monde Campus. Monde.fr. Juste pour Absolument. rajouter, on avait un quatrième. J'imagine qu'on n'a pas de temps, mais je voulais juste raconter une chose par rapport à ce qui a été dit juste avant sur le sens. Nous, on avait une table ronde qui s'appelle Se réaliser, sur les jeunes qui veulent du sens dans la vie. Et là, on a vu une évolution sur les 3-4 dernières années. On trouvait des gens qui étaient engagés, même se situaient dans une certaine marginalité et qui voulaient faire des choses qui avaient du sens. Là, ce qu'on a vu arriver de partout en France, ce sont des jeunes qui ont eu la chance d'avoir accès à la connaissance, qui ont fait des études et qui veulent changer le système, qui veulent mettre du sens tout en gagnant leur vie. Et ça, c'est très différent. Et c'est en train d'arriver de partout. Et quand on voit que les jeunes arrivent face à des entreprises en disant « mais quel est le projet que vous me proposez? Quel est le sens que vous me proposez ?» C'est parce que nous, on les voit ensuite arriver aussi dans des créations de projets, dans des projets qui ne sont absolument pas marginaux et qui veulent se développer, gagner de l'argent, être scalable, comme ils disent, en gros prendre de l'ampleur et en même temps inventer quelque chose de nouveau par rapport à l'environnement, par rapport à la réponse sociale, par rapport à la diversité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort qu'on a vu dans toutes les villes en France. La question du sens, encore au-dessus de la question de l'argent. Combien je vais être payé, c'est peut-être la deuxième question Disons qui vient. que c'est gagner sa vie tout en ayant du sens. On accepte de gagner moins sa vie, mais on veut la gagner quand même. Et ce n'est pas le fait de se dire je vais donc avoir du sens, donc j'accepte de ne pas bien gagner ma vie. Je veux bien gagner ma vie, mais qu'est-ce que veut dire être riche? Qu'est-ce que veut dire bien gagner sa vie? Et là, il y a eu des débats extraordinaires, quasiment philosophiques sur les plateaux, de savoir de quoi on a besoin pour vivre réellement. Merci beaucoup Laure, merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup. Et puis à l'année prochaine.